Comment parler de ses émotions en français? Bonne question, Julien. Exprimer ses émotions est déjà difficile dans sa langue maternelle. Dans une langue étrangère, c'est souvent 2 fois plus dur. Oui, je me souviens de mes premiers mois en Espagne. Je pouvais à peine expliquer pourquoi j'étais triste ou frustré. C'était vraiment gênant. Je comprends. Beaucoup de nos auditeurs vivent sûrement la même chose. Sans mots, les émotions restent coincées dans le corps. Exactement. Et si nous ne les partageons pas, nous dressons des murs autour de nous. Alors, clarifions pourquoi le sujet est si important. Partager ses émotions crée la confiance. Cela aide aussi à éviter les malentendus. Si je dis que je suis fatigué, mon interlocuteur sait pourquoi je reste silencieux. Exact. Cela approfondit aussi les relations. Un simple « je suis heureux » peut créer de la proximité. Ou un honnête « j'ai peur » ouvre un espace de soutien. Nos auditeurs peuvent vérifier aujourd'hui quels mots d'émotion ils connaissent déjà. C'est vrai. Peut-être qu'ils connaissent « heureux » ou « en colère », mais beaucoup manquent entre les deux. Oui, un vocabulaire large permet des nuances fines. On paraît plus authentique ainsi. Je l'ai vécu moi-même. Avant, je disais souvent seulement « bien » ou « mal ». Oh oui, je vois cela aussi chez les apprenants. Tout est « ça va », Mais ça va ne révèle pas grand-chose. Cela empêche des conversations profondes. et les conversations profondes renforcent les amitiés. Elles aident aussi au travail. Imagine une réunion d'équipe. Quelqu'un dit clairement qu'il est stressé. L'équipe peut alors réagir. Oui, on peut répartir les tâches autrement. Ainsi naît un climat de travail sain. C'est aussi important en famille. Les enfants apprennent à nommer les émotions. Exact. Les mots donnent une forme aux sentiments. Sans mots, on se sent souvent impuissant. Donc la première étape est de reconnaître que les émotions comptent. Puis vient le courage de les dire à voix haute. Et c'est justement notre sujet d'aujourd'hui. Nous voulons montrer comment utiliser des structures simples. Pas d'inquiétude, nous restons au niveau A2. Nos auditeurs ne doivent pas se sentir dépassés. Peut-être qu'ils prennent un stylo et du papier. Les notes aident à apprendre. Ou ils réfléchissent simplement et ressentent avec nous. J'aimerais savoir combien d'auditeurs ont déjà dit en français « Je suis triste ». Écrivez-le nous. Votre expérience nous intéresse beaucoup. Aujourd'hui, nous commençons par le pourquoi. Pourquoi exprimer ses émotions? Nous avons déjà cité quelques raisons. Allons plus loin. D'accord. Montrer ses émotions, c'est aussi se respecter. Oui. Quand je nomme mes besoins, je protège mes limites. Et je donne aux autres la chance de tenir compte de moi. Autre point, la culture. En France, on apprécie la franchise. Oui, direct mais poli. Nommer clairement les émotions va avec cela. Pourtant, certains ont peur de paraître trop personnels. C'est vrai, mais tout dépend du ton. Nous parlerons plus tard de formules polies. Super. Encore une raison, apprendre est plus amusant quand c'est personnel. Si un mot est lié à une émotion réelle, il reste mieux en mémoire. Tout à fait. Je n'oublie jamais le mot enthousiaste, car je l'ai appris avant mon premier discours en espagnol. Haha, c'est un bon exemple. Donc, les émotions sont le moteur des souvenirs. Nous avons maintenant rassemblé beaucoup de raisons. On les résume? Avec plaisir. Partager des émotions crée la confiance, évite les malentendus, renforce les relations, améliore le travail, protège les limites, soutient la compréhension culturelle et aide à apprendre. Parfait. Cela devrait suffire à motiver. Bien sûr. Prête pour la prochaine étape? Bien sûr. Alors, nous allons parler des catégories d'émotions les plus importantes. Avant d'avancer,
Respirez profondément et pensez à une émotion. Écrivez-la, positive ou négative. C'est votre départ. Plus tard, nous verrons si vous trouvez de nouveaux mots. Les catégories principales arrivent tout de suite. C'est parti! Restez avec nous. Découvrir les catégories d'émotions. Bienvenue à nouveau. Nous parlons maintenant des catégories d'émotions les plus importantes. Oui. Quand on connaît les groupes, il est plus facile de trouver des mots. Exact. Imagine une boîte à outils. Chaque catégorie est un compartiment. Bonne image. Le premier tiroir s'appelle joie ou bonheur. Chaque jour a besoin de joie. Sourire, contentement, fierté, tout est dedans. J'aime cette catégorie. Elle donne de l'énergie positive. Nos auditeurs peuvent réfléchir aux derniers moments où ils ont vraiment ressenti de la joie. Peut-être hier, quand le soleil brillait, ou quand ils ont reçu une bonne note. Deuxième catégorie, stress. Oh, nous la connaissons tous. Délai, embouteillage, voisins bruyants. Il est important de nommer le stress pour qu'il ne s'accumule pas. Oui. Si je dis que je suis stressé, les autres peuvent t'aider. Troisième catégorie, confusion ou incertitude. Cela arrive souvent en apprenant une langue. On entend un mot et on pense « Hein ?» Exact. Dire qu'on est incertain ouvre la porte aux explications. et cela enlève la pression. Personne n'a besoin de tout comprendre tout de suite. Le quatrième groupe s'appelle frustration. Une partie difficile mais importante. Quelque chose rate, on devient en colère ou déçu. Partager la frustration nous fait sentir moins seuls. Et nous trouvons des solutions plus vite. Cinquième catégorie, calme ou paix. Ça sonne bien. Une promenade en forêt, une soirée tranquille. Beaucoup oublient de décrire aussi ces sensations de calme positif. C'est vrai. On pense plus aux émotions fortes. Pourtant, la sérénité est aussi un sentiment. Sixième catégorie, excitation ou tension. Comme avant un concert. Le cœur bat plus vite, mais c'est positif. L'excitation peut aussi rendre nerveux, mais il y a souvent de la joie dedans. Dernière catégorie pour aujourd'hui. Doute. Incertitude sur des choix. Vais-je à gauche ou à droite? J'accepte le poste? Des questions comme « Suis-je prêt ?» vont avec. Exact. Exprimer le doute aide à obtenir de la clarté. Résumé. Joie, stress, confusion, frustration, calme, excitation, doute. 7 tiroirs dans la boîte à outils. Un conseil. Écrivez chaque catégorie sur une feuille. Laissez de la place dessous pour les nouveaux mots que vous apprenez. Ainsi, vous voyez quels domaines sont encore vides. Et vous remarquez quelle catégorie vous utilisez souvent. Avant, j'employais presque seulement stress et joie. Vraiment? Le milieu manquait donc? Oui. Depuis que je connais plus de catégories, mes conversations sonnent plus riches. Mes apprenants disent souvent qu'ils se sentent renforcés quand ils apprennent un nouveau mot d'émotion. Je le crois. Le langage donne du pouvoir. Autre avantage, vous reconnaissez plus vite les émotions en vous. Et vous pouvez mieux les réguler. Exact. Si je remarque que je suis frustrée, je peux faire une pause. Ou demander de l'aide avant que la frustration devienne colère. Les catégories aident aussi à mieux comprendre les livres ou les films. Oui. Un roman parle de mélancolie. Vous savez alors que c'est entre tristesse et calme. Nos auditeurs peuvent faire un petit exercice maintenant. Pensez à votre journée.
Attribuez chaque heure à une catégorie. Par exemple, stress dans le bus le matin, puis joie avec le café, Ainsi, vous voyez combien une journée est colorée. et vous entraînez le vocabulaire dans un vrai contexte. Nous aimerions savoir quelle catégorie domine chez vous. Écrivez-nous quels 2 groupes vous ressentez le plus. Peut-être serez-vous surpris. Certains pensent être toujours détendus, mais remarquent ensuite beaucoup d'excitation. Ou ils découvrent des doutes cachés. C'est la première étape vers une communication consciente. Expliquons rapidement pourquoi les catégories facilitent la construction des phrases. Avec plaisir. Si tu sais que tu es dans le tiroir stress, tu cherches seulement des adjectifs adaptés. Le choix devient plus petit. Le cerveau se détend. Et tu combines la catégorie avec raison ou besoin que nous verrons plus tard. Super logique. Ainsi, nous avons posé la base. Prêt pour l'étape suivante? Oui, nous montrons bientôt comment construire des phrases simples. Alors restez, respirez profondément et collectez déjà des exemples. On se retrouve tout de suite. Construire des phrases simples sur les émotions. Alors, passons à la pratique. Nous expliquons comment former des phrases d'émotions simples. Exactement. Nous parlons seulement de modèles, pas de phrases finies. Ainsi, vous restez créatif. Première étape. La structure. On a souvent besoin de 3 blocs. Le premier bloc est le sujet, souvent un pronom comme je ou tu. Le deuxième bloc est un verbe. Pour les émotions, on emploie souvent le verbe être. Le troisième bloc est le mot d'émotion, par exemple un adjectif d'une catégorie. Le modèle de base est donc sujet plus verbe plus émotion. Très simple. Ce modèle convient à presque chaque situation quotidienne. Beaucoup d'apprenants ont peur, car ils croient que parler d'émotions demande une grammaire compliquée. C'est vrai. Mais le modèle de base est court et clair. Il ne semble pas impoli. Passons à l'accentuation. On peut changer l'intensité. Oui, on place un petit mot avant le mot d'émotion. Par exemple, un mot pour faible ou un mot pour fort. Si l'on hésite, on choisit plutôt un mot plus doux. Cela sonne plus poli. Bon conseil. En français, un mot trop fort peut vite sembler dramatique. La mélodie de la phrase compte aussi. On peut baisser la voix pour paraître calme. Ou on monte un peu la voix pour montrer une énergie positive. Ensuite, le contexte. Un petit ajout explique pourquoi on se sent ainsi. On place simplement une petite unité après le mot d'émotion. Cela peut être un mot de cause suivi d'une courte proposition. Mais gardez ces propositions courtes. De longues structures brouillent au niveau A2. Exact. 1 ou 2 informations suffisent. Parfois, on veut rendre la phrase plus douce. Il existe 2 astuces. Premièrement, un mot de politesse au début. Deuxièmement, baissez la voix à la fin. Un autre point est le timing. En discussion, on peut aussi dire un mot avant la phrase. Ainsi, on prépare l'autre. Cela paraît respectueux. Beaucoup d'apprenants oublient les pauses. Un court silence après le mot d'émotion aide l'auditeur. Exact. Cela donne le temps de traiter. Passons au langage corporel. Il soutient la phrase. Un regard ouvert convient au sentiment positif. Un geste calme de la main aide pour le stress ou le doute. Mais les gestes ne doivent pas être trop grands. Sinon, ils distraient. Maintenant, un bref aperçu des types d'erreurs. Erreur 1. Le mot d'émotion est au mauvais genre. Erreur 2. Le verbe est à la mauvaise place. Erreur 3. Trop de propositions coupent le flux.
Notre conseil, pratiquez d'abord le modèle de base, puis ajoutez doucement des éléments. Un carnet aide. On peut y rassembler ses propres modèles. Écrivez le modèle en haut et placez vos mots dessous. Ainsi, on voit quelles parties sont interchangeables. Autre astuce, lire à voix haute. La voix sent si la phrase sonne naturelle. Oui. Les oreilles françaises aiment un rythme clair. Des blocs trop longs sonnent durs. Si l'on doute du ton, on peut utiliser un petit mot de remplissage. Mais avec modération. Sinon, la phrase semble hésitante. La confiance est essentielle. Une phrase claire montre l'assurance. Et les gens réagissent positivement à la clarté. Encore un point. On peut lier la phrase à une question. On invite ainsi l'autre à répondre. Une légère montée de la voix à la fin suffit. Mais faites attention au contexte. Trop de questions à la suite ressemblent à un interrogatoire. Nous conseillons donc un équilibre. Partagez d'abord, puis questionnez. Le modèle de base peut aussi s'utiliser au passé, On change simplement le verbe en forme passée. où on emploie le futur quand on parle d'attente. Les temps avancés viendront plus tard. Pour aujourd'hui, le présent suffit. Ça sonne bien. En résumé, sujet, verbe être, mot d'émotion. Puis en option intensité, raison, mot poli, point d'interrogation. Et bien sûr, respiration calme, prononciation claire. Ainsi, nos auditeurs ont une base solide. Je veux les encourager à pratiquer tout de suite. Peut-être juste après cet épisode? Oui, prenez une émotion d'aujourd'hui et créez 3 variantes. Une neutre, une douce, une forte. Vous entendrez comme elles sonnent différemment. Et vous sentirez quelle variante convient à quelle situation. Julien, parlons-nous encore brièvement des pièges de prononciation? Avec plaisir. Faites attention au R dans le mot d'émotion. Beaucoup d'émotions contiennent un R. Très vrai. Un R clair, pas trop dur, paraît plus amical. La terminaison EN peut aussi disparaître vite. Mieux vaut pratiquer lentement. Le débit est essentiel. Une phrase lente montre du calme. Une phrase rapide peut montrer l'enthousiasme, mais aussi la nervosité. Choisissez votre rythme consciemment. Je pense que nous avons bien expliqué le modèle de base. Oui, dans le prochain chapitre, nous irons plus loin avec des émotions complexes. Réjouissez-vous, À tout de suite. d'écrire des états émotionnels complexes. Passons à l'étape suivante et parlons des états émotionnels complexes. Oui, cela signifie souvent 2 ou 3 sentiments en même temps, pas un seul. Beaucoup d'apprenants ne savent pas comment dire ces mélanges sans chercher longtemps. Aujourd'hui, nous montrons un modèle qui met plusieurs sentiments et une raison dans une seule phrase. Première idée, il faut un sentiment principal placé au centre. Ensuite, on ajoute un second sentiment qui colore le premier. On relie les 2 sentiments avec un petit mot pont, un mot de relation. Ce mot pont dit si les sentiments se soutiennent ou se contrarient. Par exemple, un mot qui montre la simultanéité ou un mot qui montre la tension. Après cela, il faut une raison simple qui explique l'apparition des sentiments. La raison peut être un événement, une pensée ou un souvenir. Important. Gardez la raison courte pour que la phrase reste légère. Certains empilent des raisons, mais cela rend la phrase difficile à comprendre. Mieux vaut une raison et peut-être une indication de temps, pas plus. Passons à l'ordre.
Sentiment principal, mot pont, second sentiment, puis un petit mot de cause, puis la raison. Ce modèle aide à superposer les émotions sans surcharger la grammaire. Beaucoup d'avancées utilisent de longues subordonnées, mais les niveaux A2 restent mieux avec des phrases simples. On pourra lier les phrases plus tard, mais la clarté vient d'abord. Une astuce, choisir la deuxième émotion dans le même champ lexical que la première. Ainsi naît l'harmonie, et la prononciation reste proche, ce qui facilite la parole. Si les sentiments sont très différents, une petite pause après le mot pont aide. La pause donne au public le temps de comprendre le virage. Voyons maintenant les mots descriptifs qui peignent le sentiment. On ajoute un mot décoratif avant ou après le mot d'émotion pour donner de la profondeur. Ici aussi, mieux vaut un seul mot simple que trois compliqués. Trop de décorations paraissent vite kitsch ou lourdes en français. Si l'on veut une image, elle doit venir du quotidien. Les images de nature ou de sensations corporelles sonnent souvent authentiques. Question importante. Où placer l'information sur la durée du sentiment? La durée peut suivre la raison, introduite par un petit mot de temps. Ainsi, le cœur de la phrase reste compact et la fin donne des détails. On peut aussi nommer un effet au lieu de la durée, selon le but du dialogue. Par exemple, on peut montrer comment le sentiment influence l'action. Cela montre la responsabilité et rend l'échange orienté solution. Un autre bloc est le regard vers l'avant, donc une attente ou un espoir. Cet élément vient souvent à la fin et donne une direction positive. L'attente doit rester courte, sinon l'auditeur perd le sentiment principal. Règle combo, 4 blocs d'informations au maximum par phrase, plus confond. Qui veut dire plus fait mieux de créer une deuxième phrase. Ainsi, le rythme et la prononciation restent agréables pour tous. Encore un conseil d'écoute. L'accent peut montrer quel sentiment est le plus important. On place la voix un peu plus haute sur le sentiment principal, plus basse sur le secondaire. Une accentuation nette aide aussi à rendre le mot pont audible. Sans accent, la phrase devient monotone et la double émotion se perd. Nous conseillons de pratiquer les nouvelles phrases lentement, puis d'accélérer. De cette façon, le cerveau intègre mélodie et grammaire ensemble. Demandez-vous toujours, que veux-je vraiment montrer et qu'est-ce qui est décor? Quand vous le savez, coupez courageusement tout le superflu. Ainsi, la phrase paraît honnête et le dialogue reste clair. Avant de passer au prochain chapitre, organisons brièvement les étapes. 1. Sentiment principal. 2. Mot pont. 3. Second sentiment. 4. Raison. 5. Option durée ou attente. 6. Choisir l'accent. 7. Placer les pauses. 8. Supprimer les mots inutiles. Si vous maîtrisez cette liste, vous pouvez déjà parler avec beaucoup de nuances. Osez aussi faire des erreurs, car sans pratique, la théorie reste théorie. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment déduire des besoins à partir de ces sentiments. Exprimer ses besoins émotionnels. Ravi de vous retrouver. Maintenant, parlons des besoins qui naissent des émotions. Exact. Une émotion montre d'abord un état intérieur. Mais souvent, derrière se cache un désir ou une limite. Si nous nommons ce besoin, les autres réagissent mieux. Beaucoup d'apprenants restent à l'émotion et se demandent pourquoi rien ne change. Donc, nous montrons aujourd'hui un modèle simple pour les besoins. Bloc 1.
Encore l'émotion, mais très courte. Bloc 2. Un petit mot qui indique la direction. Nous l'appelons mot besoin, par exemple ait besoin ou voudrait. Bloc 3. L'objet concret ou l'action qui aide. L'objet peut être matériel, comme de l'eau, ou abstrait, comme du calme. Point clé, clarté. Plus l'objet est clair, plus la réponse est facile. Beaucoup disent juste « j'ai besoin d'aide ». Mais quelle aide exactement? Mieux est « j'ai besoin de 5 minutes de pause ». Ou « j'ai besoin d'une explication en images ». Le modèle est donc émotion, mot besoin, objet. On peut séparer l'émotion par une virgule. Cela sonne fluide. Exemple. Me sens stressé, besoin d'air frais. Ou me sens incertain, voudrais des étapes claires. Si l'objet concerne une personne, on ajoute un petit mot de politesse. Par exemple, peux-tu? Ou serait-il possible que tu? Ainsi, la demande reste amicale et respectueuse. Le ton est crucial ici. Une voix calme ouvre les portes. On peut aussi placer une formule douce comme « j'aimerais ». Cette formule réduit la pression pour l'auditeur. Erreur fréquente. Cacher le besoin dans une question vague. Par exemple, peut-être que nous pourrions. Cela semble hésitant. Mieux vaut une phrase claire avec point d'interrogation à la fin. On montre ainsi clarté et ouverture. Passons aux limites. Un besoin peut aussi poser une frontière. On place alors un mot négatif après le mot besoin. Par exemple, « J'ai pas besoin de longues réunions aujourd'hui ». Ou je ne veux pas discuter, je suis fatigué. Les limites ne fonctionnent que si elles sont courtes et précises. Trop d'explications affaiblissent le message. On peut ajouter une petite raison, mais ce n'est pas obligatoire. Si le lien est proche, la raison aide souvent. Avec des collègues, la limite seule suffit parfois. Parlons maintenant de l'intensité du besoin. On peut ajouter de petits mots. Des mots comme urgent, bref ou un peu aident à doser. Par exemple, j'ai urgemment besoin d'eau. Ou je voudrais un peu de temps pour moi. Ainsi, l'autre sait à quelle vitesse agir. Autre aspect, le délai. On peut dire quand on en a besoin. 2 mots suffisent souvent. Ce soir. Demain matin. Cela rend le souhait mesurable et planifiable. Pour la politesse en groupe, on peut dire « nous » au lieu de « je ». La phrase devient coopérative et invite à l'action commune. Exemple. Nous avons besoin de calme au bureau aujourd'hui. Ou nous voudrions des rôles clairs dans le projet. Si le besoin ne concerne que moi, je reste avec « je ». Voyons maintenant les pièges classiques. Premier piège. Oublier l'émotion et citer seulement le souhait. Alors le contexte manque et l'autre ne voit pas l'urgence. Deuxième piège. Trop de souhaits dans une phrase. Mieux vaut trier les souhaits et les dire un par un. Troisième piège. Formuler au passif au lieu d'actif. Le passif brouille la responsabilité. L'actif montre la clarté. Un conseil. Entraînez-vous devant le miroir. Ainsi, vous sentez si la phrase sonne claire. Et vous voyez si votre gestuelle soutient les mots. Une posture ouverte montre la volonté de résoudre. Des bras croisés peuvent affaiblir le besoin. Essayez d'être doux mais ferme. Je conseille aussi d'écrire les besoins. Par exemple, dans un journal. Écrivez 3 phrases. Émotion, besoin, objet. Puis, lisez-les à voix haute. Cela entraîne prononciation et confiance. Nous aimerions savoir.
quel besoin est le plus difficile pour vous en français? Écrivez-nous, nous pourrons peut-être donner des astuces. Nous continuons bientôt avec les questions à autrui. Restez curieux et ouverts. Demandez aux autres leurs émotions. Nous revoilà. Aujourd'hui, nous voyons comment demander les émotions des autres. Oui. Beaucoup d'apprenants ne savent pas comment ouvrir doucement une personne. L'art tient en 3 étapes. Invitation, laisser de l'espace, approfondir. Première étape, l'invitation. Il faut un mot interrogatif et un signal d'entrée doux. Les signaux d'entrée sont de petits mots qui montrent ton intérêt. Par exemple, un mot qui donne de l'attention ou un petit son de souci. Après le signal vient le mot interrogatif, puis le champ émotionnel. On choisit le champ émotionnel neutre pour ne pas imposer un sentiment. Important, utiliser des questions ouvertes pour éviter oui ou non. Les questions ouvertes commencent par des mots qui cherchent la qualité, pas la quantité. Deuxième étape, donner de l'espace. Après la question, il faut une pause. La pause montre du respect. On n'interrompt pas si l'autre réfléchit. Beaucoup se sentent mal dans le silence. Pourtant, le silence fait partie de la question. Astuce. Comptez jusqu'à 3 dans la tête avant de reparler. Si l'autre répond, hoche la tête ou fait un petit son d'écoute. Ces signaux montrent « j'écoute » sans couper le flot. Troisième étape, approfondir. On prend un mot-clé de la réponse. Puis on pose une question douce pour creuser. Pas de nouveau sujet. Cette question doit encore être ouverte et viser un seul détail. Ainsi, le locuteur se sent vu, pas testé. Erreur courante. Donner un conseil immédiatement. Oui. Les conseils peuvent sembler vouloir fermer l'émotion trop tôt. Mieux vaut montrer d'abord de la compréhension. On appelle cela le miroir. Répéter en peu de mots avec sa propre voix. Le miroir aide à clarifier les malentendus. Après, on peut demander si un conseil est souhaité. Si la personne refuse, on reste à l'écoute. Le ton joue un grand rôle quand on questionne sur les émotions. Une voix calme et grave paraît sûre et chaleureuse. Une voix trop rapide peut sembler nerveuse ou brusque. Choisis aussi des mots simples. Des phrases courtes réduisent la pression. Certains utilisent beaucoup de verbes modaux. Cela paraît vite moralisateur. Mieux valent des questions directes mais douces. Une option est d'utiliser son propre sentiment comme clé. Par exemple, on partage brièvement son inquiétude, puis on demande. Cela rend la situation symétrique. Attention, ne vole pas la scène, on reste centré sur l'autre. Autre conseil, mentionnez le contexte. Si on nomme l'occasion, la question paraît moins brusque. Par exemple, après une longue réunion ou un examen. Maintenant, parlons des nuances culturelles. En France, on apprécie la franchise respectueuse. Donc, questionne clairement mais n'impose pas de détails privés. Si la personne esquive, accepte-le. On peut proposer de reparler plus tard. Ainsi, la porte reste ouverte et l'autre garde le contrôle. En groupe, c'est plus difficile. On commence par une personne en direct. Les questions à tout le groupe mettent la pression et créent du silence. En groupe, un check-in général avec invitation volontaire marche mieux. Par exemple, demander qui veut partager, au lieu de désigner quelqu'un. Un bref contact visuel montre qu'on veut vraiment écouter. Et poser les téléphones. Le regard est le meilleur signal. Autre sujet. Les questions en ligne. En ligne, la gestuelle manque. On peut utiliser les emojis avec mesure. Mais une ponctuation claire et des paragraphes aident plus que des images.
On peut aussi proposer un délai si la réponse vient plus tard. Ainsi, on évite la pression et les malentendus. Pour finir, un mini-plan, inviter, pause, miroir, approfondir, conseil optionnel. Qui pratique ce plan aura vite de meilleures conversations. Nous sommes curieux de savoir si cela marche pour vous. Écrivez-nous vos histoires. Dans le prochain chapitre, nous montrons comment se passe une conversation complète. À tout de suite. Maîtriser une vraie conversation. Bienvenue dans la partie la plus importante. Nous montrons maintenant le déroulement d'une vraie discussion émotionnelle. Exactement. Nous relions tout ce que nous avons appris. Émotions, raisons, besoins, questions. Imagine deux amis. Appelons-les Anne et Paul. Ils se voient après le travail. Anne ouvre la discussion car elle se sent partagée. Elle utilise le modèle de base simple. Elle choisit son sentiment principal, peut-être la fatigue. Puis elle ajoute un peu de joie, car la journée fut aussi bonne. Elle donne vite la raison. Beaucoup de tâches, mais un gentil compliment du chef. Ainsi, elle a posé la superposition et le contexte sans grosse grammaire. Vient maintenant le besoin d'Anne. Elle voit qu'elle a besoin de calme, mais aussi d'échange. Elle le dit clairement. Cela crée une structure pour la suite. Paul écoute activement. Il hoche la tête, reflète l'idée clé et pose une question ouverte. Par exemple, il demande quelle partie de la journée l'a le plus touché. Cela creuse le sujet sans quitter la ligne d'Anne. Anne répond et décrit la phase de travail intense. Elle reste sur le sentiment principal. Paul propose ensuite de l'aide. Il demande si Anne veut un conseil ou juste une oreille. Anne choisit l'écoute. Paul fait alors attention aux pauses. Il maintient le regard, évite les distractions. Anne se sent ainsi en sécurité. Après un moment, Paul partage son propre sentiment. Il est content, mais aussi pensif. Il dit brièvement qu'il a atteint une étape du projet, mais qu'il reste incertain pour la suite. Ainsi naît la symétrie. Les deux ont parlé, les deux ont écouté. Anne reprend l'incertitude de Paul. Elle demande doucement son but pour la semaine. Paul exprime son besoin. Il veut des priorités claires et peut-être le retour des collègues. Anne confirme qu'elle peut donner un retour. Elle demande la forme qui lui convient. Paul choisit un court message vocal le soir. Les détails sont ainsi réglés. Les deux finissent l'échange par un regard vers l'avenir. Ils prévoient une rencontre le week-end. Cette perspective clôt la discussion et montre un élan positif. Regardons les structures que nous venons d'entendre. 1. Entrer avec émotion, plus raison. 2. Exprimer le besoin clairement. 3. Écoute active avec miroir et questions ouvertes. 4. Partager ses propres émotions pour l'équilibre. 5. Préciser les besoins et établir un plan. 6. Conclure avec une perspective ou un remerciement. Si vous suivez ce schéma, la conversation coule naturellement. Astuce. Notez ces 6 étapes sur une carte. Servez-vous-en comme guide discret. Passons aux obstacles typiques. Premier obstacle. Le locuteur s'égare. Solution. Le ramener doucement au sentiment principal. Deuxième obstacle, l'auditeur propose trop vite des solutions. Solution. Montrez d'abord de l'intérêt. Troisième obstacle. La pression du temps. Solution. Fixer un créneau court ou reporter. Quatrième obstacle, manque de vocabulaire. Solution. Choisir un champ lexical simple
accepter les pauses. Encore un point clé, la sécurité émotionnelle. L'ambiance fait la différence. Un lieu calme, peut-être une tasse de thé, aide. Téléphone en silencieux, regard ouvert, posture détendue. Qui se sent en sécurité partage plus franchement. C'est le cœur de la communication émotionnelle. Autre conseil, résumez brièvement à la fin pour éviter les malentendus. Par exemple, donc tu ressens X, tu as besoin de Y, et nous faisons Z. C'est bien cela? Cette mini-checklist montre la responsabilité. Si l'autre acquiesce, on sait que tout est clair. Sinon, on peut ajuster les détails tout de suite. Ainsi, le cycle de la discussion se ferme proprement. Nos auditeurs peuvent s'exercer à cette structure dans leur journal. Écrivez une scène fictive avec 2 personnes. Jouez les 2 rôles à voix haute. Vous entraînez ainsi phrases d'émotion, questions et résumés. Utilisez des mots simples. Suivez les étapes. Bientôt, ce sera automatique. Nous aimerions savoir quelle scène vous testez. Partagez-la avec nous. Dans le prochain chapitre, nous parlons de courage et de pratique. Restez avec nous, ça vaut le coup. Le courage de parler avec émotion. Nous arrivons presque à la fin de notre thème. Oui. Parlons maintenant du courage. Le courage de partager ses émotions dans une langue étrangère. Beaucoup d'apprenants ont peur de faire des fautes ou de sembler bizarres. Je me souviens, il y a 6 ans, je voulais dire stressé et j'ai dit stressant. Tout le monde a ri gentiment. Et c'était quand même OK. Les erreurs font partie du chemin. Sans elles, pas de progrès. Parler avec émotion, c'est être vulnérable. Mais la vulnérabilité crée la proximité. Exact. Quand nous sommes ouverts, nous invitons les autres à l'être aussi. On peut commencer petit. Un simple « je suis fatigué » peut être le début. Puis peut-être une phrase de plus, la raison, un petit besoin. Le cerveau apprend par paliers. Chaque palier renforce la confiance en sa voix. Un conseil que je donne à mes élèves. Choisis un mot d'émotion par semaine. Utilise-le chaque jour. Il s'ancre ainsi dans la vie. Bientôt, il sonnera naturel. Le courage grandit aussi dans des espaces sûrs. Un espace sûr peut être un café-langue, un groupe d'études ou simplement ton journal. On peut écrire ses émotions, puis les lire à voix haute. Ou lancer un petit défi avec un ami. Chacun partage le soir une émotion du jour. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais l'honnêteté. Autre point. Tout le monde utilise le langage corporel, quelle que soit la langue. Quand les mots manquent, un regard chaud ou un geste calme aide. Cela réduit la pression de trouver chaque mot parfait. Le courage, c'est aussi accepter les différences culturelles. Certaines cultures bavardent avant de partager. Les Français vont parfois plus vite au cœur du sujet. Cela peut dérouter, mais aussi simplifier. Moins de détours, plus de clarté. Les apprenants peuvent dire que le français est leur seconde langue. Une petite phrase comme « je m'exerce encore » ouvre les cœurs. Et elle crée souvent de l'admiration, plutôt que de la critique. J'ai souvent vu la patience des natifs quand ils savent que quelqu'un apprend. Alors, n'ayez pas peur de rendre votre voyage visible. Le courage, c'est aussi accepter les pauses. Une pause pour réfléchir n'est pas une faute, mais montre du soin. Le locuteur respecte son sentiment. L'auditeur le ressent. Nous devons aussi oser demander de l'aide quand un mot manque. Par exemple, comment dit-on quand on est un peu nerveux mais positivement excité?
On apprend alors un mot nouveau au moment du vrai besoin. Il reste en tête. Et l'aidant se sent valorisé. Le courage demande de l'énergie. Donc l'auto-soin est important. Assez de sommeil, d'eau et de pause aident à former des phrases claires. Quand la tête est fatiguée, la langue trébuche plus facilement. Ma règle. D'abord respirer puis parler. Ça paraît simple, mais c'est magique. Pour finir, souvenons-nous, la communication émotionnelle est un chemin, pas un but. Chaque pas compte, même les petits. Aujourd'hui un mot, demain une phrase, bientôt une vraie discussion. Célébrer chaque progrès. Un high five intérieur motive plus que l'autocritique. Et n'oubliez pas l'humour. Le rire dissout la tension. Avec les émotions, on peut rester léger. Un sourire adoucit un sujet lourd. Nous arrivons ainsi au bout de notre réflexion. Je trouve que c'était une session encourageante. Absolument. Nous espérons que nos auditeurs auront envie de parler avec courage. Dans le dernier chapitre, nous résumerons tout et nous dirons au revoir. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Retour et adieu. Waouh, Camille, je crois que nous avons fait un grand tour aujourd'hui. Oui, du pourquoi jusqu'au courage, tout y est. Je pense que c'est un bon moment pour finir doucement. Oui, cela semble complet. Tu sais quoi? C'est le moment parfait pour résumer. Je m'en charge? Avec plaisir, résume pour nos auditeurs. D'accord, je vais être court et clair. Nous avons d'abord expliqué pourquoi les émotions sont importantes. Elles créent la proximité, évitent les malentendus et rendent l'apprentissage vivant. Puis sont venues les 7 catégories principales: joie, stress, confusion, frustration, calme, excitation, doute. Ensuite, nous avons montré le modèle. Sujet, verbe être, mot d'émotion, plus intensité et raison. Après, nous avons expliqué comment empiler 2 émotions et une raison pour plus de profondeur. Puis est venu le modèle des besoins. Émotion, mot besoin, objet concret ou action. Nous avons aussi parlé de limites, de politesse et de délai. Plus tard, nous avons montré comment poser des questions ouvertes et respectueuses. Invitation, pause, miroir, approfondir. Ensuite, nous avons décrit une conversation entière avec émotion, raison, besoin et plan. Enfin, nous avons parlé du courage. Il faut commencer petit, accepter l'erreur, trouver un lieu sûr, faire des pauses et demander de l'aide. Nos auditeurs disposent maintenant d'une boîte à outils pour communiquer en français de façon honnête. C'était un résumé très clair. Merci. Avec plaisir. J'espère que nos auditeurs ont suivi. Je pense que oui. Et si tout n'est pas parfait, la pratique aide. Exact. Il ne nous reste qu'à dire au revoir. Julien, j'ai vraiment aimé parler avec toi aujourd'hui. Ton optimisme est contagieux. Merci Camille. J'admire ta façon calme d'écouter. Chaque échange avec toi est précieux. Et à nos auditeurs, merci d'avoir été là. Vous avez donné du temps, de l'énergie et du courage. Nous espérons que vous gardez au moins une nouvelle structure ou une image pour votre vocabulaire d'émotion. Testez ce que vous avez appris dès aujourd'hui avec un ami, un collègue ou dans votre journal. Si vous avez des questions ou des succès à partager, écrivez-nous. Nous aimons vos retours. Restez curieux, restez honnête et acceptez vos erreurs. Car ces erreurs deviennent vite des pas sûrs. Nous vous disons au revoir. C'était inspirant de parler ensemble des émotions en français. À la prochaine, chers apprenants. Merci pour votre écoute. Au revoir et bonne route sur votre chemin linguistique.